Donc, bonjour Nicolas, on sait que tu es à Glasgow. Donc, Nicolas Imbert de Green Cross et tu as fait le voyage jusqu'à Glasgow pour la COP26 et on compte sur toi pour avoir des nouvelles fraîches. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette COP en étant sur place? Donc, on est dans une journée essentielle de la COP. La clôture est imminente et ce vendredi à midi, la présidence britannique nous a transmis un projet de texte final pour cette conférence des parties. C'est une conférence des parties qui s'annonce difficile, laborieuse et avec un sens de l'urgence qui est plus que jamais présent. Le 5 novembre, qui était un vendredi, Greta Thunberg et Friday for Future ont expliqué à quel point les chefs d'État étaient dans l'inaction climatique face aux enjeux que nous vivons actuellement. Barack Obama, qui était présent mardi et on a eu le plaisir de pouvoir participer à la conférence qu'il a donnée, nous a exactement redit la même chose et dit à quel point il était important de maintenir une pression importante sur les chefs d'État. Bertrand Piccard, bien connu de 5T avec ses 1000 solutions et qui a été présent pendant l'ensemble de la COP, était aussi sur cette trajectoire-là. Alors, comment ça se manifeste concrètement dans le texte? D'un côté, on a le secrétariat général des Nations Unies et la présidence britannique qui, y compris dans le projet de texte final, ont proposé de mentionner l'urgence absolue d'agir contre le dérèglement climatique et d'enregistrer le fait que les engagements aujourd'hui ne permettent pas de tenir la feuille de route de l'accord de Paris et qu'on est plutôt sur une trajectoire entre 2,1 et 3 degrés que sur la trajectoire de 1,5 degré qui est définitivement derrière nous, et de l'autre, qu'il faut rehausser drastiquement le niveau de l'ambition. On n'est plus en train de parler de 3 fois 20 comme on le faisait à la COP 21, mais on est en train de parler d'une trajectoire qui s'appelle net zéro pour viser le zéro émission net à horizon 2035 pour les plus ambitieux, à horizon 2050 pour ceux qui sont en rattrapage. Certains parlent de 2070, mais on sait très bien que c'est pour avoir une marge de négociation et que dans ce net zéro, il faut en fait beaucoup atténuer, beaucoup travailler sur l'efficacité énergétique et bien sûr compenser ce qui ne peut pas être atténué, mais qu'on n'atteindra pas le net zéro si on fait trop de compensation. Parmi les autres positions qui ont été très attendues et qui sont en train d'être prises, figure la fin des énergies fossiles à horizon 2035. On entend beaucoup d'effets d'annonce sur le sujet, mais il faut être très prudent. Cette fin des énergies fossiles à horizon 2035, telle qu'elle est prévue dans les textes, elle est sur les échanges internationaux et pas sur les marchés intérieurs. Donc, on peut continuer à avoir des annonces catastrophiques comme celles qui ont été faites par la France pendant la COP pour relancer des nouveaux développements nucléaires, sachant que pour le monde entier, le nucléaire est une énergie fissile au même titre que les énergies fossiles, tout en restant dans ce texte qui a été signé dans un premier temps par l'Espagne et par l'Italie et que la France a rejoint péniblement hier soir. Donc, on le voit, une confusion et une inadéquation entre une ambition qui est plus que jamais élevée de par l'urgence climatique et des moyens d'action qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, des gouvernements locaux qui viennent non pas pour se montrer, mais vraiment pour faire pression auprès des négociateurs. Et on a assisté à des interpellations, par exemple, que des villes comme Paris ou Marseille ont fait auprès des négociateurs nationaux et européens, et c'est vraiment très, très concret. Notamment, il y a eu la déclaration de Glasgow pour une alimentation territorialisée qui a été effectuée samedi dernier. Et dans la thématique énergétique, une nécessité de tous ensemble, mais aussi de drastiquement mettre en place des leviers, des mécanismes financiers, des plateformes et un prix du carbone beaucoup plus intense que ce qui est fait actuellement pour arriver à rendre compte de cette urgence climatique. Géopolitiquement, les centres d'intérêt
sont en train de changer. La Chine, qui a fait énormément de bilatérales pendant cette COP, même si elle s'est peu montrée, et les États-Unis ont signé hier, à la seule surprise de ceux qui n'avaient pas vu ce qui était en train de se passer depuis plusieurs mois, et notamment sur la COP biodiversité qui venait d'avoir lieu en Chine, un accord cadre qui est particulièrement ambitieux pour reprendre le leadership en termes de lutte contre le dérèglement climatique. Sur le domaine de la résilience, et c'est pour ça que j'ai souhaité aussi pouvoir vous parler dans ce formidable paysage où on est en bord de mer, on voit que le temps des solutions, y compris des solutions à grande échelle et avec un impact financier, se met en place avec de plus en plus de projets de remédiation qui réutilisent la biodiversité marine, les huîtres, les algues, les coraux et les plantes sous-marines pour stabiliser le littoral en même temps qu'on lutte contre le dérèglement climatique. Beaucoup de choses ont été présentées à cette COP et du côté de Green Cross, on va proposer des projets sur le sujet. La forêt et la restauration d'une forêt bien gérée, multifonctionnelle avec de l'agroforesterie ou alors d'une forêt primaire qui tient toutes ses promesses en accord avec les populations locales, fait partie des enjeux sur lesquels il y a eu des avancées, et ce, dès le début de la COP. Mais géopolitiquement, aujourd'hui, le momentum n'est malheureusement plus dans les mains de l'Europe, et du côté de la France, on a énormément de chemin à faire pour être crédible à nouveau, parce que le fait que l'accord de Paris ait été conclu chez nous et qu'au final, après un accord aussi ambitieux et arraché de haute volée, la feuille de route soit si faible, avec une France en Europe qui a perdu sa position de leadership, et au niveau français, et au niveau européen, et au niveau international, pose de nouvelles questions. Le texte final n'est pas encore paru pendant qu'on parle, mais la prochaine présidence de la COP sera de manière certaine l'Égypte, et il se murmure dans les couloirs que la présidence d'après sera les Émirats arabes unis. C'est un mauvais signal. Si jamais la présidence N+2, sachant que le tempo N+2 est très important, revient à la Chine ou aux États-Unis, là on aura une COP à impact. Si la présidence, comme ça semble se dessiner ce soir où je parle, revient aux Émirats arabes unis, c'est très bien pour maintenir les Émirats arabes unis dans la course, mais ça sera une foire exposition comme l'Expo universelle et pas une présidence à impact. Pour l'Europe de garder ce leadership. Pourtant, c'est l'Europe qui est arrivée dès décembre 2019, avant le Covid, avant la crise de la Covid, pour dire on doit être carbone neutre à l'horizon 2050. Et si on t'entend bien aujourd'hui, après cette COP, finalement, c'est nous qui le serions le moins. Et la Chine qui est dans un paradoxe parce qu'on parle aussi de toutes ces crises, de la résurgence du charbon pour faire face aux besoins énormes de la reprise chinoise qui est repartie à fond, bon, qui s'est calmée un peu entre-temps. Finalement, c'est elle qui pourrait emporter la mise et d'une certaine façon exercer son leadership et avec de l'indépendance par rapport aux institutions traditionnelles, mondiales, classiques. Comment tu vois les choses sur le plan géopolitique? Qu'est-ce que ça annonce? Est-ce que finalement ils sont font plus partie du problème ou de la solution? Comment ça va évoluer dans les années à venir? Le leadership passé de la France et de l'Europe était autour de la capacité de conviction, de fédérer, d'avoir des mécanismes innovants, de la capacité d'innovation et d'un modèle spécifique. Clairement, depuis 2019, vraisemblablement, et peut-être que le verre était dans le fruit avant, ce leadership s'est érodé et on a franchi à la COP une étape supplémentaire dans cette érosion et dans cette perte de leadership. L'innovation technologique comme systémique, comme économique et la préfiguration du monde d'après, les États-Unis de Joe Biden, mais aussi des villes qui étaient fortement représentées comme Los Angeles ou Dallas ou New York, sont en train de revenir à l'avant-garde du leadership en s'inscrivant très fortement dans une dynamique volontariste et sur la mobilité interne et sur la relocalisation de l'alimentation
et sur l'usage de l'eau et sur la lutte contre les phénomènes climatiques extrêmes. Et du côté chinois, on est dans tous les paradoxes, mais on reste souvent dans une lecture à la surface en tant qu'occidentaux. Les Chinois, momentanément, relancent le charbon pour une période et pour un objectif très précis, mais ils ont également misé énormément sur un plan de massification du solaire qui est en train de porter ses fruits. Ils sont en train de reconquérir la qualité de l'air de leurs villes majeures et ça se négocie par millions d'habitants, là où on a du mal à faire la même chose sur nos métropoles européennes et en particulier françaises avec des centaines de milliers d'habitants. Et la Chine investit énormément dans l'économie circulaire et dans le développement de la résilience de ces territoires. Parce que Chinois comme Américains, comme les Sud-Africains, comme les Indonésiens qu'on voit peut-être moins bien, ont pris conscience que ce qui se jouait là, c'était la stabilité des États, des pays, le bien-être de l'humanité. Le terme n'est pas trop ambitieux parce que c'est vraiment de ça dont on parle, et la capacité à rester et à continuer à exister en tant qu'État. Et c'est pour ça que le fait que des pays comme les pays scandinaves, l'Espagne et l'Italie reprennent leurs cartes en main et les retirent du niveau européen pour rejouer une partition de premier niveau et s'exprimer d'une manière forte à la COP aujourd'hui, montre bien que, y compris en Europe, on a cet enjeu et cette urgence climatique et écologique, non pas parce qu'on veut être gentil, mais parce que le mur est devant nous et qu'on est avant tout en train de parler d'économie et de société. Et ceux qui sont dans une position très paradoxale en ce moment, c'est aussi les petits États du Pacifique et les pays les moins avancés, puisque d'un côté, on parle beaucoup et on intègre dans le périmètre de la COP les savoirs traditionnels et ce qu'on appelle en des termes alambiqués les populations autochtones, et de l'autre, ils ont très peu d'outils à disposition, et notamment d'outils complémentaires, pour faire face à cette urgence climatique qui va nécessiter soit qu'ils déménagent, soit qu'ils changent complètement leur mode de vie, soit qu'ils mettent en place des actions territorialisées d'une ampleur et avec notamment des engagements financiers qu'ils ne pourront pas gérer tout seuls. Nicolas, on sait que Green Cross est engagé avec ces petits États et que tu es très sensible à ces territoires qui d'ailleurs Fidji avait été leur chef de file après la COP 21, donc on avait compris l'extrême sensibilité. Donc probablement il y aura, tu l'as dit, des plans d'action qui prendront en compte leurs problématiques. Tu parlais des villes, des États. Est-ce que, et donc parfois inattendu, tu parles de l'Espagne. Alors j'ai deux questions. La première, on sait que cette COP a été organisée avec l'Italie, donc les États latins qui étaient un peu regardés de haut à cause de leur économie et puis à cause finalement de l'inaction sur le changement climatique, dont je pense notamment à l'Espagne que tu as cité et à l'Italie co-organisateur, peuvent faire partie de la solution à leur tour. Donc, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle est autour des entreprises. On sait qu'il y a des grandes entreprises mobilisées, parfois avec beaucoup de sincérité, parfois parce que c'est dans l'air du temps, parfois parce que c'est du greenwashing. Est-ce que les PME, les ETI, les acteurs locaux pourront jouer un rôle? Est-ce qu'il y a un propos dans cette COP autour de ces sujets? Alors, on est effectivement sur deux questions cruciales par rapport à la période actuelle. La présidence, comme tu viens de le rappeler, était co-exercée par la Grande-Bretagne, qui a été très visible et qui a mis en avant la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, pour suivre opérationnellement les travaux, mais aussi par l'Italie, qui a effectué une pré-COP, et cette pré-COP a été très utile pour réussir la COP dans de bonnes conditions. L'Italie a notamment obtenu 3 réussites majeures. La première réussite, c'est de faire rentrer les jeunes au cœur des négociations, avec une demande aujourd'hui pour que de plus en plus de négociations internationales soient portées par des groupes avec une co-chair, donc une coprésidence, entre un ou une jeune régulièrement élue
et la personne qui habituellement était pressentie pour servir de co-chair. Le deuxième sujet qui a été mis à l'agenda sous la pression italienne, c'est la territorialisation de l'alimentation et la sécurité alimentaire autour de projets, autour d'initiatives très concrètes. Aujourd'hui, poussées en interétatique et on espère très prochainement reconnues par les instances onusiennes à la hauteur de ce qui doit l'être dans des engagements de premier niveau. Peut-être que le texte final qui est attendu d'un moment à l'autre en rendra compte. Le troisième sujet, mais c'est encore plus émergent, c'est de retravailler sur l'adaptation et sur toutes les solutions de résilience d'urgence qui doivent permettre d'avoir une coopération nord-sud, une coopération sud-sud et une coopération nord-nord autour des solutions pour faire face aux phénomènes climatiques extrêmes, tout en se préparant à les recevoir de plus en plus régulièrement. Donc, ces influences ont été essentielles. On aurait aimé qu'elles aient été plus soutenues et qu'elles aient plus de rayonnement européen, mais on s'est aperçu que l'Italie a su trouver les bons alliés, parfois en Suisse, parfois en Afrique, parfois en Asie, parfois en Amérique du Sud, pour faire aboutir ce qui devait aboutir. Du côté des petits États et des territoires insulaires, effectivement, on a vu énormément de représentants du Pacifique qui avaient fait le trajet. Le Premier ministre des îles Fidji, Frank Bainimarama, n'a pas ménagé ses efforts pour continuer à fédérer et avancer sur la feuille de route qui était travaillée. Et la province des îles Loyauté, Ouvéa, Tiga, Lifou et Maré, en Nouvelle-Calédonie, avec laquelle Green Cross travaille régulièrement pour accompagner son plan de résilience territoriale, était également là et a pu tisser des liens et des accords qui concrètement porteront leurs fruits dans les mois à venir. Et d'ailleurs, parmi les projets que eux ont développés, se trouve la question de l'implication des entreprises privées et de proposer en fait comment un territoire laboratoire d'innovation comme les îles Loyauté, qui est prêt à cette démarche-là, peut accueillir des projets qui soient particulièrement ruptures et particulièrement intéressants, portés par des clusters d'innovation et notamment par des PME. Le modèle se prête particulièrement bien à ceci. L'autre sujet qui est en train de changer d'échelle également ici, c'est le sujet de l'eau. On y était présent côté Green Cross avec 14 propositions pour une meilleure résilience eau via les territoires qui ont été travaillées à Dunkerque le 16 septembre et qui ont été portées auprès des négociateurs de la COP. Historiquement, avec une implication des villes moyennes, mais on s'est rendu compte qu'elles résonnaient beaucoup plus que ceci. Et on a été notamment approché par un grand nombre de PME qui considèrent que l'eau est un bon point d'entrée pour s'investir concrètement dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ensuite, globalement, concernant l'ensemble des PME et des ETI, j'ai plutôt une très mauvaise nouvelle, c'est que autant la finance a su s'insérer dans cette COP, la place de marché et les accords financiers commencent à trouver leur place et à être au cœur des négociations, autant les ETI restent le sujet dont on parle une fois qu'on a fait tout le reste, c'est-à-dire jamais. En tout cas, Nicolas, c'était un grand plaisir d'avoir ton compte rendu. Je rappelle, depuis Glasgow, on sait qu'on est très attaché chez Green Cross et chez E5T à faire notre maximum et on coopère autant que l'on peut et on fera en sorte de resserrer encore les coopérations avec les jeunes, je disais, avec les PME, avec les acteurs des territoires et puis tous ceux qui de bonne volonté sont attachés à ce combat qui est un combat pour la vie, pour le bien-être de l'humanité et puis sans doute pour conserver cette merveilleuse planète qu'on oublie un peu trop souvent. Donc je te dis merci Nicolas et j'espère te retrouver très bientôt à ton retour avec sans doute des approfondissements qu'on aura l'occasion de faire. Merci. On va compenser évidemment autant qu'on peut
le prix du carbone dépensé pour être proche des lieux où il se passe des choses. Merci à tous. Merci Nicolas. À très vite.